La gouvernante parcourt les couloirs déserts au pas de course, m'entraînant sur ses talons claquants. Le soir est presque tombé à présent, et des chandeliers ont été allumés le long des murs. Les gardes suisses, eux, n'ont pas bougé d'un pouce. J'ai beau essayer d'expliquer ce qu'il s'est passé à Madame Thérèse, elle ne veut rien entendre. Elle ne s'arrête qu'une fois parvenue devant une grande porte capitonnée de cuir, flanquée de 2 gardes immobiles. Elle frappe 3 coups secs. « Entrez !» fait une voix caverneuse, de l'autre côté. Madame Thérèse ouvre la porte et me pousse devant elle. Face à nous se dresse un grand secrétaire en bois sombre, orné de 2 lourds chandeliers en bronze représentant des chevaux cabrés. La lueur des bougies éclaire des épaules imposantes, enveloppées dans un manteau de cavalier à large col. Un visage au teint cireux en émerge, paraissant à la fois brutal et maladif. Les traits durs semblent taillés dans le roc, les joues massives creusées d'ombre, la mâchoire protubérante soulignée par une petite barbiche épineuse sous la lèvre inférieure. Une longue perruque noire aux boucles grasses et détendues pend lourdement de chaque côté de cette face effrayante, jaunâtre. Mais le plus inquiétant n'est pas la tête du grand écuyer. Ce sont les bocaux sur les étagères derrière lui, où flottent des formes baignant dans un liquide translucide. Dans la pénombre, je les distingue à peine, incapable de déterminer s'il s'agit d'une collection d'organes animaux ou humains. Monsieur de Montfaucon, le redouté directeur de l'école, a le physique de ses ancêtres. On dirait un bourreau dans son antre. « La nouvelle pensionnaire a sauvagement attaqué mademoiselle de Plumigny », m'accuse la gouvernante. « Je l'ai vue lancer une salière avec une fureur de bête sauvage. Elle visait la tête. » « Non, je ne visais pas la tête. » Je tente de plaider, morfondu de m'être laissé emporter par mes émotions. « Silence !» m'intime le grand écuyer, d'une voix qui fait clapoter le formol dans ses sinistres bocaux. Sous ses sourcils broussailleux, ses yeux fiévreux luisent tels 2 braises prêtes à me consumer. « Savez-vous combien les parents des autres pensionnaires payent pour leur éducation à la grande écurie ?» me demande-t-il. Je l'ignore. Je bredouille. « Évidemment, puisque vous êtes ici sans débourser un denier. Vous êtes l'invité du roi. Et à ce titre, vous devriez faire montre d'un comportement exemplaire. »« Je vous promets que je ne recommencerai plus, » dis-je, crucifié par l'injustice d'avoir à endosser la responsabilité d'une querelle que je n'ai pas provoquée. Le grand écuyer palpe sa barbiche du bout de ses mains d'étrangleur. Ses doigts massifs sont chargés de lourds anneaux qui s'entrechoquent dans un inquiétant cliquetis. « En effet, vous ne recommencerez plus, » répète-t-il. « Il y a eu suffisamment de disputes l'année dernière à l'école, entre Plumigny et Castlecliff. La dernière chose dont j'ai besoin, c'est d'un autre ego surdimensionné. Vous passerez les jours suivants enfermés dans une chambre de service, sous les combles. D'ici la fin de la semaine, nous vous trouverons une place dans un couvent de la faculté, à Paris. »« Mais je suis une pupille de l'immuable !» je proteste. Quelle abjecte ironie d'invoquer le nom du roi pour sauver la mise. Le grand écuyer me fixe de son regard dur. « Le roi ne sait même pas qui vous êtes, petite impertinente. Comment serait-il au courant de votre dérisoire existence ? Les gens de sa maison ont organisé votre venue à Versailles par égard pour le sacrifice de votre père. Vous avez laissé passer votre chance. Vous resterez pupille, mais entre 4 murs. Vous coûterez moins cher à la couronne une fois cloîtré. » Un déluge carillonnant s'abat sur moi. C'est le tocsin qui sonne à tous les clochers de Versailles, annonçant le début de la nuit. J'ai tout gâché. Il y a 2 heures encore, je faisais des plans pour entrer au palais, et maintenant je sais que je n'y mettrai jamais les pieds. Je bourre mon oreiller de coups de poing, pour la 100e fois depuis qu'on m'a enfermé dans cette chambre minuscule au dernier étage de l'école. Ce déchaînement de rage pathétique ne parvient qu'à aggraver la migraine qui me vrille le cerveau. Mes vêtements de brocart souillés m'ont été retirés. En échange, on m'a donné une robe rudimentaire en grosse toile grise. Pas besoin de fioritures pour la vie qui m'attend au couvent. Madame Thérèse a fait préparer un sac de modestes effets. Brosse, sous-vêtements, châle austère pour couvrir mes épaules et mes cheveux. Je n'ai pu escamoter que ma montre à gousset, mon briquet à amadou et le couteau à viande subtilisé au souper. Mais de quel usage pourrait-il m'être maintenant ? Il est convenu qu'un coche vienne me chercher à la fin de la semaine, quand on aura identifié l'institution acceptant de m'accueillir. Un long grondement retentit soudain dans la nuit, ébranlant les murs
et jusqu'à mon crâne palpitant de douleur. Je crois d'abord que c'est l'orage qui éclate, après avoir couvé depuis des jours. Mais non, derrière la lucarne de la chambre mansardée, les nuages ne se sont pas déchirés. Ils sont toujours pleins, énormes et menaçants, obstruant la lune et les étoiles. Pourtant, le grondement continue. À bout de nerfs, je traverse la pièce plongée dans l'obscurité et colle mon front douloureux aux carreaux vibrants. La titanesque muraille du palais m'apparaît, plus monstrueuse encore que durant le jour, comme si la nuit avait raccourci les 200 mètres de la place d'Armes. À la lumière dansante des torchères allumées tout autour, les immenses vampires sculptés dans la paroi semblent s'animer pour chasser leur proie mortelle subjuguée. Mais on dirait qu'ils bougent vraiment. À mieux y regarder, c'est le mur de la traque lui-même qui s'entr'ouvre, coulissant sur des rails invisibles dans un grondement sismique. Comme Naoko me l'a expliqué, à la nuit tombée, la puissance des fleuves en amont de Versailles est utilisée pour mouvoir les milliers de tonnes de pierre. Lorsque le vacarme cesse enfin, un portique colossal s'est ouvert au milieu des fortifications, haut et large de 10 mètres au moins. Des carrosses entrent et sortent de l'enceinte royale, sous la surveillance de gardes suisses brandissant des flambeaux. Certains carrosses en bois clair, transportant des vivants, et d'autres en ébène, acheminant des immortels. Savoir que je ne pourrai jamais franchir cette ouverture béante me tue de frustration. J'en ai des sueurs froides, mes mains tremblent sur le cadre de la lucarne. Insensible à ma détresse, un véhicule plus gros que les autres se détache du trafic funèbre. Attelé à 6 chevaux, il est entièrement blindé de fer et gravé d'une grande chauve-souris aux ailes déployées, un signe de la faculté hématique. Je frémis d'horreur en songeant à la quantité de sang frais contenu dans cette citerne ambulante, qui a dû quitter les banlieues dès la nuit tombée pour venir alimenter la cour. Tandis que le funeste convoi marque l'arrêt pour se prêter au contrôle nécessaire, un mouvement attire soudain mon attention en marge de la place d'Armes. Je plaque mon visage un peu plus au carreau, effaçant convulsivement la buée de mon souffle pour mieux voir. 3 silhouettes se dirigent d'un pas heurté vers le portique, 2 gardes suisses encadrant un 3e homme vêtu de guenilles qui semble se débattre. Ils sont trop loin pour que je distingue leur visage ou entende leur voix, mais les contorsions du prisonnier, la manière dont son corps se cabre de terreur, me glacent. Je repense aux voyageurs solitaires qui avaient eu le malheur de cheminer de nuit, là-bas en Auvergne, et qu'un vampire avait saigné à blanc. Ce soir, ce pauvre mendiant est resté dehors après le début du couvre-feu, sans doute parce qu'il n'avait nulle part où se réfugier. À présent, les soldats le mènent dans le nid de vampires le plus concentré du royaume pour qu'il y subisse sa sentence. Je suis comme ce vagabond, désemparée et impuissante. Comment ai-je pu croire un seul instant que j'étais de taille à lutter contre les seigneurs de la nuit? Abruti de fatigue et de désespoir, la cervelle saturée de bile noire et des sanglots plein la poitrine, je me laisse tomber sur ma couche, vaincue.